Bonsoir Amandine Gay. Bonsoir. Vous êtes donc chercheuse, réalisatrice, autrice et militante afroféministe. Vous avez réalisé 2 documentaires, Ouvrir la voie en 2017 et Une histoire à soi en 2021. Et vous êtes là ce soir parce que demain paraît Une poupée en chocolat aux éditions La Découverte. Ce livre, on peut dire qu'il est un peu hybride entre l'autobiographie, au moins en partie, et l'essai. En résumé, vous partez de votre propre expérience de né sous X et d'adopter pour porter une réflexion large sur l'adoption, la famille, le racisme et même un peu le capitalisme, d'une certaine façon. Dans vos mots, ce livre est une archive personnelle, c'est une citation, et aussi une trace pour les adoptés qui me suivront. J'ai présenté votre livre à ma façon, maintenant, comment vous le présenteriez ? Je le présenterai effectivement comme une prise de parole de personne adoptée qui est aujourd'hui adulte et qui se sert de son expérience pour montrer comment l'adoption est un enjeu politique. Et c'est vrai que pour moi c'est important parce que j'ai grandi dans un contexte où il y avait très peu de personnes adoptées dans l'espace public et où le discours dominant sur l'adoption me semblait très empreint justement d'accents psychologiques, de questions très humanitaires ou morales. Donc est-ce que l'adoption c'est bien ou c'est mal, ou effectivement est-ce qu'on va sauver des enfants. Mais plein d'enjeux qui me concernaient, donc par exemple le racisme, la culturation, qu'est-ce que ça veut dire de grandir hors de sa communauté, qu'est-ce que ça veut dire d'être une minorité dans un pays où on est adopté, qu'on soit né en France ou pas, qu'est-ce que ça veut dire aussi vraiment concrètement cette question de l'anonymat des mères de naissance, etc. Comment est-ce qu'on construit une famille, qui a accès à quelles informations, etc. Bon, je veux dire, il y avait un pan très très large de sujets qui me semblait pas du tout abordé, et donc étant maintenant une adulte, je le fais quoi. Qui n'était pas abordé, pardon de vous avoir coupé, par les adoptés elles-mêmes. Alors, les adoptés s'expriment quand même depuis un petit moment, je veux dire, même en termes d'associations. Ouais. Les personnes nées sous le secret, c'est quand même une loi qui date de 41. Donc les premières associations de personnes nées sous le secret, c'est les années 60-70, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un changement de loi en 2002, qui a donc créé le Conseil national d'accès aux origines personnelles, etc. Et puis pour les adoptés à l'international, la première association, c'est Racine Coraine en 95, il y a eu la Voix des adoptés en 2004, et puis il y a plein de créations, etc. Les personnes adoptées s'expriment, l'enjeu c'est à quel point cette voix peut être entendue dans l'espace public et à quel point cette voie peut aller jusqu'aux institutions et donc modifier, je veux dire concrètement, les politiques d'adoption, les pratiques en adoption. Et c'est là qu'il y a eu un petit souci pour joindre les deux. Le message n'est pas allé jusque-là, quoi. Voilà. D'accord. Ou difficilement. Dans l'ouvrage, vous dites, ce livre fait partie de mon processus de guérison-acceptation du côté obscur de ma force. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que vous entendez par là, en fait. Ce que j'entends par là, c'est que ça prend un certain temps pour arriver, on va dire, à transformer la colère, l'incompréhension en quelque chose qui fasse sens. Et donc, ce qui était important pour moi aussi, c'était de montrer qu'on est souvent dans un discours aussi aujourd'hui où on cherche à trouver la résilience dans des parcours difficiles de personnes. Et ce que je trouve dangereux avec ce discours-là, c'est que c'est un discours qui est extrêmement individualiste. Et on va dire, regardez comme elle va bien à un instant T, et donc vous voyez que c'est possible de s'en sortir. Mettons au hasard, si vous êtes une femme noire adoptée, on va vous prendre comme exemple du fait que tout peut bien se passer à la fin. Et donc c'est important pour moi de montrer que pour arriver à un certain type d'analyse, pour arriver à produire un discours politique sur un sujet, etc., dans mon cas, c'est d'abord passer par un certain nombre de flammes. Et donc je pense que ce qui serait utile pour les générations suivantes, c'est de ne pas avoir à vivre toute cette violence pour ensuite pouvoir en faire sens. Et donc c'est ça que je veux dire quand j'ai écrit cette phrase-là. Ouais. Revenons juste sur le titre, Une poupée en chocolat, c'est pas directement vous, c'est une amie, si je me trompe pas, dans le livre. Pourquoi vous l'avez choisi comme titre ? Parce que c'est vraiment, je pense, une des expressions autour de l'adoption qui m'a le plus choquée de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai entendu des choses, des vertes et des pas mûres sur le sujet. Et c'est vrai, quand cette amie m'a raconté ce que lui avait dit donc sa mère adoptante, donc c'est dans le cadre d'une dispute, c'était une relation qui se passait mal, et elle essayait de comprendre pourquoi sa mère, qui ne fréquentait pas de personnes noires, qui n'avait pas d'intérêt particulier pour son pays d'origine, etc., l'avait adoptée. Et donc, je pense, dans le feu de l'action de la dispute, sa mère lui dit « parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une poupée en chocolat ». Et quand mon ami m'a raconté ça, moi c'est vrai que ça m'a vraiment, ça m'a lancé dans un espèce de tourbillon où je me disais c'est quand même une drôle d'expression quoi. Une poupée en chocolat, ça se mange en chocolat. Donc qu'est-ce que ça veut dire au fond, même si c'est quelque chose qu'on dit sous le coup de la colère, etc. Le degré de réification, c'est-à-dire de transformation d'une personne en chose dans cette expression-là. Et du coup c'est vrai qu'à partir de là, je me suis vraiment posé cette question de quel est le statut des personnes adoptées. On parle beaucoup dans les textes du bien-être, de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté, etc.
Mais finalement, très peu de personnes sont venues nous demander, une fois qu'on était adulte, comment ça s'était passé, si ça nous avait plu, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, etc. Et surtout, on n'a pas été voir concrètement ce que ça voulait dire de traiter les adoptés comme des personnes. Et quand on est une petite personne, on reste une personne. Et donc se poser la question, par exemple, de l'âge auquel on peut commencer à recueillir le consentement d'une personne qui va être adoptée, et pas juste le consentement à l'adoption, mais par exemple le consentement au déplacement. À 7 ou 8 ans, peut-être que si on vous demande est-ce que tu as envie de quitter le Burundi, la réponse va être non. Et ça, on devrait être en mesure de l'entendre. En fait, vous avez parlé de réification des enfants adoptés, notamment. Mais en fait, vous allez même plus loin, parce qu'en fait, vous dites que l'enfant, c'est une propriété. L'enfant adopté est la propriété des adoptants, en fait. Mais en fait, tous les enfants en contexte occidental sont perçus comme effectivement la propriété de leurs deux parents. Ce que je dis, la version la plus, on va dire, caricaturale de ce discours, c'est le discours de la Manif pour tous, à savoir un papa, une maman, et dans cette idée que l'enfant serait la propriété de ses deux parents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de décentrer le regard et de rappeler que même en Europe, même dans les pays occidentaux, avant la révolution industrielle, on avait une vision beaucoup plus fluide de la famille. On pouvait avoir plusieurs générations sous le même toit. On pouvait héberger un ouvrier agricole et avoir des enfants qui l'appelaient tonton alors qu'il n'y avait pas de lien biologique. Et puis dès qu'on se décentre du monde occidental et qu'on regarde, restons en France, la Polynésie française, on a un respect en France du droit coutumier polynésien, le Fa'amura, qui dit que si on veut adopter un enfant polynésien, on ne peut pas rompre les liens de filiation antérieurs. Donc cette idée que les enfants n'appartiennent pas à deux personnes, comme un objet dans une logique donc capitaliste, matérialiste, qui transforme les enfants, encore une fois, en objets, on a vraiment cette idée de se dire plutôt, pensons les enfants comme des membres de la communauté. Ce sont des membres de la communauté plus jeunes qui peuvent peut-être pas effectivement effectuer les mêmes choix que des adultes, mais ça devrait quand même nous poser question que c'est le seul groupe qui n'a pas de droit civique, que c'est le seul groupe à qui on demande assez rarement son avis sur plein de sujets qui le concernent. Et je veux dire, à partir de 14, 15, 16 ans, on commence à avoir une vision assez claire de la société, de sa place de la société, dans la société. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de voir comment l'adoption, finalement, c'est toujours une loupe et aussi peut-être un endroit où se joue de façon plus poussée des choses qu'il y a dans le reste de la société. Et la réification des enfants, elle existe partout. C'est juste que dans le cadre de l'adoption, en particulier parce qu'il y a parfois une dimension marchande aussi, dans le fait de transférer les enfants d'un pays vers un autre, etc., là on arrive dans une version extrême de la réification, voire de la marchandisation des enfants. Et en plus, on leur dit de dire merci. Il y a une injonction à la gratitude pour ces enfants. Oui, mais on en revient toujours à la question de la dépolitisation de la famille dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on fait comme si le faire famille, comme si se rencontrer, etc., ce n'était qu'un sujet biologique, voire naturel. Alors que la famille, c'est un sujet éminemment social, c'est une construction sociale. Et donc, en fait, on doit toujours se poser la question, encore une fois, de qu'est-ce que la parentalité ? La parentalité, c'est d'abord un désir d'adulte. Ce sont les adultes qui veulent avoir des enfants. Personne ne demande à naître. Et donc, du coup, dans toutes les autres parentalités, même s'il arrive parfois que des parents considèrent que leurs enfants leur doivent quelque chose, mais on a quand même cette idée que, c'est un désir des adultes. Et puis soudain, quand c'est l'adoption, là, en fait, il n'y a plus la question du désir des adultes, il semblerait seulement qu'il y ait un besoin pour des mineurs isolés d'être adoptés. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de connecter tous les points en disant, bien sûr qu'il y a des enfants qui n'ont pas de famille, mais il ne faut quand même pas oublier que l'adoption, c'est d'abord dans l'autre sens. Ce sont des couples infertiles ou des personnes seules, dans des pays du Nord global, qui ont accès aux enfants de femmes précaires et pauvres, soit du Nord global, et souvent racisées aussi, soit à des femmes et des familles des pays du Sud. Les trajets d'enfants ne se font que dans un sens. Oui. On ne voit pas de petits Suédois adoptés en Éthiopie. C'est pas un hasard, en fait. Ça résulte d'inégalités systémiques. Et donc ça, pour moi, c'est important. Puis vous soulignez que les parents adoptants ne partent jamais dans le pays où ils adoptent un enfant. Allez, s'y installer et y vivre, en fait. Alors, c'est très rare. Toujours un déracinement dans un sens et jamais dans l'autre. Oui, alors il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'avais lu un article quand j'étais à Montréal, justement, d'un couple de Québécois qui avait dit qu'eux, ils avaient décidé de s'installer en Haïti parce qu'ils avaient envie de faire famille, mais ils ne voyaient pas pourquoi ils déracineraient leurs enfants, et donc ça permettrait à leurs enfants de grandir dans leur culture d'origine, etc. Donc, c'est déjà arrivé, ça arrive. Mais c'est vrai que de façon générale, si on regarde surtout au début de la pratique, donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on déplace les enfants. Et encore une fois, on ne déplace pas les enfants pour leur bien, on déplace les enfants parce que c'est plus pratique. Un nourrisson ne peut pas donner son consentement, ou même des enfants plus grands ne peuvent pas donner leur consentement. Et pourtant, c'est pas juste un déplacement physique.
on vous change la météo, le climat dans lequel vous grandissez, on vous change la nourriture que vous mangez, on vous change la langue qui est pratiquée autour de vous, tout un environnement culturel. Et tout ça, ça peut aussi créer des traumas. Et on devrait juste, encore une fois, avoir considéré que ces enfants-là étaient des personnes. Et se dire, mais est-ce que moi, ça m'aurait plu que du jour au lendemain, on me déplace en Corée du Sud et que je doive tout réapprendre, que je vive une sensation d'isolement et puis une rupture aussi quand même très brutale avec une première vie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette empathie-là ? On parle encore une fois beaucoup de bien-être, d'intérêt supérieur de l'enfant. Personne ne s'est mis à la place des gens qui allaient être adoptés et de ce que ça allait vouloir dire pour l'intégralité de leur vie. Oui, vous pointez d'ailleurs aussi beaucoup l'impréparation des parents à l'adoption transraciale, en fait. Il y a cette femme qui a adopté un garçon noir 3 ans plus tôt et qui vient vers vous à la librairie du Québec à Paris, il me semble, et vous faites une séance de dédicace, et là, elle tient des propos qui vous heurtent. Oui, bon, c'est pas tant que ça me heurte au sens, vous voyez, que je suis triste, mais c'est vraiment que ça me choque parce que je me dis, on est en 2018 et donc il y a encore des candidats à l'adoption ou des parents adoptants, fraîchement parents adoptants, qui peuvent tenir ce genre de discours. Et donc pour moi, racontez-nous peut-être parce qu'en fait, moi je connais, mais oui, bien sûr. Donc l'anecdote, c'est que cette femme vient me voir à la fin d'une présentation de livre et elle me dit, voilà, j'ai une question, on n'est pas d'accord avec mon mari, lui, il a peur qu'en grandissant, notre fils veuille, donc ils avaient adopté un enfant noir récemment, et il a peur qu'en grandissant, notre fils cherche la compagnie des personnes noires et qu'il ait des mauvaises fréquentations. Et en plus, elle me dit ça, j'étais dans un espèce de demi-cercle avec des femmes noires, et donc là, je me dis, elle a tellement pas conscience de la portée de ses propos. Alors, elle avait au moins senti qu'il y avait un problème, contrairement à son mari qui, lui, était genre vraiment pleinement raciste, sans aucun souci. Mais du coup, je me dis, donc on place encore des enfants dans des familles qui, manifestement, n'ont pas de socialisation noire. Parce que ça veut dire que, moi, c'est ce que j'ai dit à cette dame, je lui dis, donc, je sais déjà que vous ne fréquentez pas de personnes noires en me disant ça. Elle me dit, oui, non, c'est vrai. Je dis, mais en fait, c'est pas possible. Je dis, vous êtes en région parisienne, vous avez adopté un enfant noir. Et en fait, si vous portez ce genre de préjugés sur les communautés noires, votre enfant va le sentir. Et donc, encore une fois, on peut pas réduire l'adoption à la question de l'amour. Ça veut rien dire, l'amour. Si vous aimez juste votre fils et que vous tenez votre sac près de vous à chaque fois que vous croisez un noir dans le métro, ça va pas bien se passer, en fait. Parce que ça veut dire qu'au fond, vous avez des préjugés racistes sur les personnes noires. Et donc, ça veut dire que dans la préparation à l'adoption, on ne vous a pas posé précisément les questions qui font qu'on va pouvoir déterminer si vous êtes prêt ou pas et si vous êtes en mesure ou pas d'accompagner un enfant noir. Et ces questions, elles sont de plusieurs ordres. Et le problème en France, c'est qu'on ne veut pas aborder les questions raciales frontalement. Et donc, comme en plus, en France, l'adoption est gérée par les départements et qu'on a 101 départements, 101 départements, 101 politiques d'adoption. Donc, dans certains départements, il va y avoir une préparation qui est effectivement très pertinente où on va dire concrètement aux gens, est-ce que vous savez qu'avoir un enfant noir, ça veut dire apprendre à s'occuper de ses cheveux, etc., etc. Est-ce que vous savez que les garçons noirs entre 18 et 25 ans ont 8 à 10 fois plus de chances d'être contrôlés par la police? Qu'est-ce que vous allez faire la première fois que votre fils va être victime de profilage racial? On va leur poser des questions comme ça. Ouais. Et donc là, ça va aussi forcer les candidats à l'adoption à se dire, bon, voilà, j'y avais jamais pensé, je n'ai moi-même jamais vécu le profilage racial, etc. Et puis donc, peut-être se préparer mieux ou être honnête et dire, écoutez, je réalise que nous ne sommes pas les personnes les mieux équipées pour accompagner un enfant noir, et il vaut mieux dire ça. Alors que dans les départements où on n'ose pas aborder les questions raciales frontalement, qu'est-ce qu'on va dire aux candidats à l'adoption? On va leur dire, est-ce que vous êtes prêts à adopter un enfant de toutes les origines? Et quand on dit ça, les gens à qui on pose la question ont même éventuellement peur de passer pour des racistes, et ils vont dire oui. Et en disant oui, on ouvre la porte à la catastrophe. Parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont même pas du coup évalué l'étendue de leur incompétence à accompagner un enfant noir, et quand cet enfant va arriver, ça donne des rencontres surréalistes comme celle que j'ai eue à la librairie du Québec à Paris, et c'était en 2018, donc on ne parle pas d'un passé révolu de l'adoption, on parle d'un passé très proche, et cet enfant-là, j'espère que cette dame elle va faire un parcours avant qu'il en souffre vraiment, quoi. Ce que vous développez dans le livre aussi, c'est que toutes ces questions interrogent les féministes, dans le sens où ça interroge la liberté de choix qui finalement est une antienne féministe, mais qui n'est pas si évidente en soi. La liberté de choix pour les mères de naissance. Ouais. En fait, ce que je dirais, c'est encore une fois, on est beaucoup dans la question de l'adoption, on est beaucoup dans l'enjeu de qui parle pour qui et des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a parlé du bien-être et de l'intérêt supérieur des adoptés sans parler avec les adoptés. Et depuis à peu près le début de l'existence de l'accouchement sous le secret, qui est mêlé au secret de la naissance, donc à l'anonymat des mères de naissance, on parle beaucoup pour ces femmes-là. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait plutôt qu'on crée les conditions de l'expression, de la prise de parole dans l'espace public des mères de naissance. Parce qu'on dit que c'est la meilleure solution pour elles, on ne leur offre pas d'accompagnement de long terme. On n'a même pas vraiment d'études longitudinales pour savoir qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé depuis 1941 pour toutes les femmes qui se sont séparées de leurs enfants. Et donc en fait, je pense que c'est hypocrite de dire que c'est une bonne solution de fait pour les femmes précaires, les personnes qui ont besoin à un moment donné de se séparer de leurs enfants, puisqu'ensuite on ne va pas voir si c'est la meilleure solution pour elles. Ça l'est peut-être, mais est-ce qu'elles auraient pu être mieux accompagnées? Je veux dire, ça ne devrait pas être un acte circonstancié dans le temps, d'autant qu'en plus, ça reste quelque chose de très stigmatisé dans la société. Vous ne pouvez pas dire à un dîner comme ça, « Oh ben moi, il y a 20 ans, je me suis séparée d'un enfant », et puis tout le monde va se dire « Oh ben oui, c'est vrai que c'est une chose qui arrive ». Ben non, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou, qui est extrêmement stigmatisé. Donc d'un côté, on dit que c'est pour le bien de ces femmes, de l'autre, on ne travaille pas du tout à ne plus stigmatiser la séparation avec les enfants, et en fait, finalement, ça profite surtout à un groupe qui sont les candidats à l'adoption. C'est-à-dire que, en s'assurant que les femmes puissent se séparer de leurs enfants, mais restent bien anonymes et ne soient pas du tout présentes dans la photo, on garantit l'existence de l'adoption plénière, puisqu'en fait, c'est facile de ne pas avoir le lien de filiation antérieur quand il y a eu une naissance avec un accouchement anonyme. Et de l'autre côté, si on est vraiment féministe, pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas notre solidarité avec les femmes qui sont séparées de leurs enfants, et pourquoi on ne va pas les voir, et pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas effectivement de développer un accompagnement qui soit efficace, quoi. Ouais. Ce livre, c'est une mise en lumière aussi de ce qu'on appelle la justice reproductive. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la justice reproductive ? La justice reproductive, en fait, c'est une approche qui mélange, qui demande de considérer ensemble la question des droits reproductifs et de la justice sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décorréler la question de la santé sexuelle, de l'accès à l'avortement, à la stérilisation, à la contraception et les inégalités systémiques. Et donc je donne toujours cet exemple pour qu'on comprenne. Dans les années 60-70 en France, hexagonale, les femmes militent pour avoir accès à la contraception et au droit à l'avortement. Dans le même temps, à l'île de la Réunion, l'État français, au travers de certaines institutions, stérilise de façon forcée et sans leur consentement des femmes réunionnaises. Et donc en fait, la justice reproductive, ça permet de regarder ce genre de cas et de se dire, on n'a pas du tout la même approche, dépendamment des lieux où on se trouve, de la catégorie sociale à laquelle on appartient, du groupe racial, etc. Vous écrivez dans le livre « La sociologie et la société française doivent s'adapter aux créatures hybrides que son histoire coloniale et esclavagiste a créées. » Alors, la société, elle en prend le chemin, clairement, ces dernières années. La société française, et notamment les politiques, ont l'air de beaucoup moins prendre le chemin. Oui, effectivement, ici, on a un gros retard, une décorrélation de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui se passe dans le monde politique. Mais ça va aussi avec la logique qui préside à beaucoup de choses en France, qui est une logique universaliste et d'un discours, du coup, qui vise à effacer les différences et à prétendre qu'on n'est pas la société qu'on est déjà. Donc, dans un rejet très violent du multiculturalisme, etc., on n'arrive pas à aborder frontalement ce que je disais, par exemple, la question raciale, qui nous permettrait de se dire à quel état de problème on est. Moi, c'est pour ça aussi que dans le livre, je fais l'argument des statistiques ethniques, parce qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels je ne peux même pas argumenter. Par exemple, la question du placement des enfants noirs dans des familles noires. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Est-ce que les couples noirs sont moins fertiles que les couples blancs? Ça a apparemment l'air d'être le cas. On a plus de chiffres dans la question des dons de gamètes, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de candidats aux dons de gamètes qui sont des couples racisés, etc. Est-ce que, du coup, les couples noirs se présentent moins pour adopter des enfants? Et si c'était le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique pour les encourager et les intéresser à l'adoption? Si les couples noirs se présentent autant que les couples blancs pour adopter, est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent moins l'agrément? On n'a pas les chiffres pour ça non plus. Et si les couples noirs reçoivent l'agrément aussi facilement que des couples blancs pour adopter, est-ce qu'ensuite est-ce qu'ils reçoivent des appariements? On n'a pas d'informations non plus. Et donc ça, c'est vraiment très compliqué, parce que tant qu'on ne peut pas avoir une photographie claire de ce qui se passe en France, qu'on n'a pas une idée précise en termes de chiffres de quels sont les espaces où peuvent s'exercer des discriminations, comment est-ce qu'on peut même adresser les problèmes? Et donc là, on arrive effectivement sur une logique où on place la théorie avant la pratique, où on manque de pragmatisme, et au nom de certains idéaux, en fait, on est dans du déni de droit pour énormément de groupes sociaux. Merci beaucoup, Amandine Gay. Je rappelle le titre de votre livre, Une poupée en chocolat. Vous restez encore une petite minute avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage. D'abord, l'enquête de Sophie Boutboul sur une plainte contre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Une plainte pour menaces et violences psychologiques déposée par l'avocate Nathalie Tomasini, connue pour sa défense des femmes victimes de violences conjugales. Elle lui reproche des propos et un geste jugé menaçant en marge d'un procès.
Ensuite, ce reportage de Mathilde Goannec sur notre société abîmée par la vaccination au forceps et le pass sanitaire du Havre à Nanterre. Notre journaliste raconte les fractures et les débats qui parfois dégénèrent. Enfin, Michael Correia vous explique pourquoi l'engagement pris par la Chine devant l'ONU de ne plus construire de centrales à charbon à l'étranger est un tournant symbolique, mais un bien maigre effort face aux défis climatiques. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, mais attention, demain, horaire exceptionnel à 18h au lieu de 19h, puisque nous recevons successivement Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour 30 minutes chacun, avant le second tour de la primaire écolo. Allez, à demain. Au revoir.